Bienvenue à cette nouvelle séance consacrée aux pavillonnaires, aux 446 000 pavillons de la métropole du Grand Paris. La présentation, on va la faire à trois voix, Martin Wolf, Christiane Blanco et moi-même. Sur cette image, vous avez le nom des autres personnes de la PUR qui ont contribué aux éléments qu'on va vous présenter, et notamment Marie-Thérèse Besse et Anne Servet pour les aspects cartographie, Sandra Roger et Morad Kaloua pour les aspects données. Quelques mots d'introduction sur les 446 000 pavillons de la métropole du Grand Paris. Ces pavillons, ils forment des quartiers, des ensembles urbains divers dans la métropole, mais qui ont comme point commun d'offrir aux ménages un peu plus d'espace, un peu plus d'intimité et parfois un endroit pour télétravailler. Parfois un bout de nature, quelques arbres. Et l'originalité de ces tissus pavillonnaires de la métropole du Grand Paris, c'est qu'ils se situent à proximité, à une distance relativement limitée des centres-villes et des centralités de la métropole, des commerces, des équipements, et qu'ils sont très souvent assez bien desservis par le réseau de transport en commun structurant de la métropole. C'est vrai dès aujourd'hui, et ce sera d'autant plus vrai d'ici 2030, quand les 68 gares du Grand Paris Express auront été mises en service. Ces tissus pavillonnaires de la métropole du Grand Paris sont donc assez spécifiques. Ce n'est pas le périurbain dont on parle et qu'on a en tête habituellement. On parle de logements individuels. Ce sont des tissus plus complexes qui sont aujourd'hui soumis à une tension très forte, et une tension un peu particulière. Ils sont convoités par les ménages en ces temps de crise sanitaire particulièrement, par les promoteurs, par les pouvoirs publics, et soumis donc à une très forte pression, ce qui contribue à accélérer leur transformation. Et c'est ces transformations de différentes natures dont on voudrait vous parler aujourd'hui et interroger les enjeux qu'elles portent. Du coup, c'est ce qu'on va faire dans une présentation d'une trentaine de minutes à venir. Quelques chiffres avant d'entrer dans le vif du sujet. Rappelez que ces 446 000 pavillons de la métropole du Grand Paris, ils représentent 12,5% des logements. Mais ils pèsent d'un poids plus important en termes de surface, puisqu'ils représentent 24% des surfaces de la métropole du Grand Paris. C'est-à-dire qu'ils représentent 190 km², plus que les 140 km² occupés par l'habitat collectif, les appartements, qui, eux, représentent presque 90% des logements pourtant. Donc, au travers de ces statistiques, juste un mot de définition pour dire que pavillon, logement individuel, dans notre bouche, cela sera équivalent, et ça correspond aux situations où on a un logement sur une parcelle. Ça correspond parfois à des traitements beaucoup plus complexes des fichiers fonciers en termes de morphologie. On pourra y revenir si vous le souhaitez plus particulièrement. Une première carte pour commencer et pour montrer la part de ces pavillons dans l'ensemble des logements. Plus on est en couleur foncée sur cette carte, et plus cette part est élevée. Ces pavillons, ils sont situés en nombre plus important et en proportion plus importante dans les territoires un petit peu éloignés de l'est de la métropole. Paris Terre d'Envol compte 39% à Paris Terre d'Envol, 39% des logements sont des pavillons, 34% à Grand Paris Grand Est, 29% à Grand Paris Sud-Est Avenir. À l'inverse, les territoires qui comptent le moins de pavillons sont Paris, sans surprise, où 1% des logements sont des pavillons, mais aussi Grand Paris Seine-Ouest, où 3% des logements sont des pavillons, et Plaine Commune, où 5% des logements sont des pavillons. Au-delà de ces chiffres agrégés à l'échelle des territoires, certaines communes se distinguent par une prédominance de tissus pavillonnaires, et là on peut citer trois cas de figure. La commune de Montfermeil, où 62% des logements sont des pavillons, Gournay-sur-Marne, où 64% des logements sont des pavillons, ou bien encore Ormesson, où 93% des logements sont des pavillons. Alors,
Pour finir cette introduction, un constat évident, quand on s'est baladé une fois dans la métropole, on sait que derrière ce mot de pavillon, on n'a pas un modèle unique. On a différentes formes de pavillons, qu'il s'agisse de cités-jardins ou bien de lotissements plus récents, de villas cottières du début du siècle, ou de pavillons ouvriers. Et donc, ça va nous conduire à commencer par un rappel historique, et c'est Martin qui le fait. Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, pour comprendre cette diversité, ces caractéristiques spécifiques des pavillons de la métropole, il est intéressant de revenir un peu sur l'histoire de leur développement. Cette histoire des pavillons du Grand Paris, elle est intimement liée à l'essor des banlieues ouvrières qui a été causé par l'exode rural et la révolution industrielle. Il faut bien se rendre compte que, alors que la population de Paris reste stable au cours de la première moitié du XXe siècle, la population, elle augmente de 2 millions d'habitants dans le reste de l'agglomération, que l'on appelle désormais la banlieue. Et cette hausse de la population, elle est liée en grande partie au développement des pavillons. En effet, il y a de nombreux lotissements de pavillons qui sont créés à proximité des gares, au tournant des 19e et 20e siècles, souvent en artificialisant les terres agricoles disponibles de la ceinture maraîchère. À l'échelle de la métropole, on a ainsi 15% des pavillons actuels qui ont été construits avant 1914. Il y a une divergence qui s'opère entre les tissus pavillonnaires bourgeois, qui se concentrent dans les banlieues sud et ouest, ainsi qu'en bord de Marne, et les banlieues ouvrières où des cabanons insalubres font souvent office de logement. La crise du logement qui s'accentue après la Première Guerre mondiale contribue à ce que les pavillons destinés aux populations ouvrières se multiplient, souvent de faible qualité. Les spéculateurs procèdent à des divisions parcellaires, déjà, et de nombreuses maisons, souvent en fond de parcelle, y sont insalubres et construites sur des terrains non viabilisés. Alors, ces cabanons dont on parle, c'est ce que vous voyez en bas à droite de la présentation, avec un paysage caractéristique qui est très surprenant pour nous, mais qui était un paysage de la métropole, avec notamment ces barrières qui structuraient les parcelles. Les pouvoirs publics, en particulier les municipalités, elles vont réagir à ce scandale des mal lotis, c'est comme ça qu'on en parlait à l'époque, et encadrer le développement des pavillons, notamment à travers les lois Cornudet et Loucheur entre 1919 et 1928. De nombreux ménages vont passer, on peut dire, à cette époque du cabanon au pavillon, tandis que les habitations à bon marché se développent sous l'impulsion du courant municipaliste, dont Henri Sellier est évidemment la plus célèbre figure. Et ça va notamment se développer sous la forme des cités-jardins, à la française, qui sont plus denses que le modèle conceptualisé par Howard. Et vous en avez une illustration, on en reparlera un peu plus tard, mais une illustration en bas à gauche sur cette carte postale de la cité-jardin Paul Bert à Drancy. Avec la multiplication des lotissements pavillonnaires après la Seconde Guerre mondiale, leurs implantations elles vont avoir tendance à s'éloigner de plus en plus du cœur de l'agglomération parisienne et se concentrer aux frontières de la métropole et même au-delà, en grande couronne, par exemple dans les villes nouvelles et autour des villes moyennes comme Étampes, Meaux ou Rambouillet. La norme change un peu en termes de forme de pavillon, avec un retrait plus important des façades, notamment face au développement de la circulation automobile et au désir d'une plus grande intimité. La densité y est moins élevée. C'est ce que vous voyez sur cette carte, qui illustre un peu le développement radio-concentrique qu'on connaît de l'agglomération parisienne. Plus on s'éloigne du cœur de l'agglomération, plus les pavillons sont récents, et c'est un phénomène qui est particulièrement marqué dans les territoires de l'est de la métropole, là où les pavillons sont le plus nombreux, et c'est ce qui est enfoncé sur cette carte. Ce qu'on remarque aussi avec le petit tableau qui vous est présenté à gauche, c'est que le rythme de construction des pavillons, il a ralenti. Si on regarde au cours de la période la plus récente, enfin qui commence tout de même en 1941, on a 27% du nombre total des pavillons qui ont été construits en 40 ans entre 1941 et 1980, et seulement 18% du nombre total depuis 1980. Cette histoire dont je vous ai parlé, ces grandes caractéristiques qui expliquent que les pavillons que l'on retrouve dans le Grand Paris soient aussi peu homogènes finalement. Par exemple, et Stéphanie l'a déjà dit, par rapport au développement périurbain qu'on connaît dans d'autres grandes villes françaises. Ces pavillons du Grand Paris ils se caractérisent par quelques points communs, qui sont finalement des points communs à tous les pavillons, une emprise au sol réduite, une hauteur peu élevée, mais aussi par leur diversité. Une grande variété d'implantations et de types de construction. On a des implantations en retrait ou à l'alignement, en mitoyenneté avec les voisins ou pas, jumelées ou totalement séparées, associées à la présence d'un jardin ou pas. Alors là, on va vous présenter quelques exemples de pavillons emblématiques de la métropole. Vous avez en haut à gauche d'abord les maisons en meulière,
qui peuvent être imbriqués dans des tissus ou des pavillons plus récents sont la norme. On peut aussi avoir des villas bourgeoises, donc en haut, au milieu, qui peuvent être insérées, là aussi, dans des tissus où l'habitat collectif domine. Parfois, elles peuvent être regroupées dans des parcs privés. On a des pavillons très modestes qui subsistent. Encore, vous en avez un exemple en bas à droite à Villejuif, qui sont souvent en mauvais état. Et ces pavillons sont des héritiers des cabanons des Malmutis. On a des populations très paupérisées qui peuvent s'y concentrer. Les cités-jardins, je vous en ai parlé, et là vous avez une photo contemporaine de la cité-jardin Paul Bert. On en a 21 des cités-jardins qui sont remarquables dans la métropole, mais finalement elles demeurent à l'état d'expérience isolée. On trouve aussi des pavillons plus récents, plus classiques au regard du reste de la France, souvent dans les territoires les plus éloignés du cœur d'agglomération. Cette diversité, on remarque aussi, et ça on vous en présentera des premiers résultats, qu'elle s'accentue finalement avec les nombreuses mutations qui sont parfois non maîtrisées. Alors on a des extensions, vous avez un exemple en haut à droite, des surélévations, des divisions de parcelles qui contribuent à ce qu'on ait une diversité encore plus grande. Notez aussi que les tissus pavillonnaires de la métropole, ils ne prennent que rarement la forme de lotissement périurbain. On n'est pas dans le cas classique. Le paysage y est souvent moins homogène et la densité plus élevée par rapport à ce qu'on voit ailleurs, notamment en raison de l'imbrication avec des logements collectifs. Et ça, c'est vraiment une spécificité du paysage de la métropole. Ils peuvent être morcelés par la présence de grands ensembles, par exemple au Tremblay en France, autour de la gare du Vert-Galant. Et les tissus pavillonnaires, ils forment également un paysage particulier parce que ils sont structurés par les jardins privés, on va en reparler, c'est très important, plus rarement collectifs, on en a quand même quelques-uns dans la métropole, et un rapport souvent distancié entre les bâtiments et l'espace public. Vous en avez une illustration ici à droite, avec un zoom d'une photo aérienne, à Livry-Gargan. Et ces jardins, pour nous, ils sont très intéressants, et notamment du point de vue du paysage, ils forment une sorte de respiration dans une métropole qui est très dense. Alors, on vous a présenté ici des zooms qui regardent un peu les parcelles où sont situés nos pavillons. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est d'abord que majoritairement, les parcelles pavillonnaires de la métropole, elles sont petites, elles sont plus petites notamment que dans le reste de la France. On a 9 parcelles sur 10, 90%, qui font moins de 600 mètres carrés dans la métropole. On en a aussi de très nombreuses qui sont très petites pour des parcelles pavillonnaires, moins de 200 mètres carrés, et elles sont particulièrement nombreuses dans les tissus pavillonnaires les plus modestes, 40% à Plaine Commune et Est Ensemble environ. Alors, si on regarde plus précisément les zooms, si on prend Colombes par exemple, on voit que ces parcelles pavillonnaires étroites, elles sont caractéristiques du développement des banlieues ouvrières sur des parcelles de maraîchage au début du XXe siècle. Donc c'est celle qui est à gauche. On a aussi des parcelles qui peuvent être de taille plus intermédiaire, entre 400 et 600 mètres carrés, qui se trouvent dans des tissus pavillonnaires plus récents, qui se sont développés après la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, à Athis-Mons, c'est ce que vous avez à droite. À l'échelle des parcelles, les densités les plus fortes se trouvent dans les territoires où les implantations de pavillons sont les plus anciennes, qu'il s'agisse de banlieues ouvrières, dont on a déjà parlé, à Plaine Commune et Est Ensemble en particulier, ou aussi dans des quartiers pavillonnaires plus cossus. À l'inverse, les densités les plus faibles, on les retrouve plutôt là où le développement des pavillons est plus récent, notamment dans l'est de la métropole. Alors, une deuxième série de zooms sur ce parcellaire, sur cette fois des parcelles qui sont plus étendues. On a 3 cas différents de parcelles. Celles qui vont nous intéresser les plus foncées sont celles qui font plus de 1000 mètres carrés en particulier, qui peuvent correspondre à des villas bourgeoises avec de grands jardins comme à Noisy-le-Grand dans un parc ou entre Vaucresson et Garches. Mais on a aussi, si on prend le cas de Montfermeil, des tissus pavillonnaires plus mixtes et plus récents où là, on a des très grandes parcelles. On a aussi des parcelles de taille intermédiaire. Et voilà, donc ça c'est à Montfermeil et c'est à droite. Logiquement, en conséquence, les logements les plus spacieux de 5 pièces ou plus sont plus nombreux à l'ouest de la métropole, notamment à Grand Paris Seine-Ouest, où on a 66% des pavillons du territoire qui comptent 5 pièces ou plus. Et logiquement, dans les territoires les plus pauvres, on a beaucoup de logements de 3 pièces ou moins. Par exemple, c'est quasiment un quart à Plaine Commune ou Est Ensemble. Là où les tissus pavillonnaires sont plus récents, on a aussi tendance à avoir des plus grands pavillons, notamment dans l'est de la métropole. Les plus de 400 000 jardins privés, donc c'est très important, sont essentiels pour nous, à la fois en termes de politique publique et puis vraiment de vie métropolitaine.
on l'a dit, donc il y en a plus de 400 000 et ça représente 7 300 hectares d'espace végétalisé. Donc il faut bien se rendre compte quand même que c'est un chiffre très impressionnant, hein. C'est quasiment la surface de Paris sans les bois. Et c'est à l'échelle de la métropole presque autant que, si on les regarde séparément, les parcs et jardins publics ou les forêts. Donc on est vraiment sur un espace très important et très dense finalement. Voilà. Mais ça nous dit une première information. Néanmoins, si on veut analyser un peu la diversité, parce que ces jardins, ils ne sont pas tous identiques, on utilise d'abord la notion de taux de végétation. Donc le taux de végétation, c'est la surface de la parcelle qui est couverte par la végétation. Bon, évidemment, ça peut recouvrir des réalités très différentes avec des arbres, de la végétation rase, on va voir ça juste après. Mais à l'échelle de la métropole, le premier chiffre emblématique, c'est que le taux de végétation moyen dans les parcelles pavillonnaires, il est de 48%, donc on a à peu près la moitié en moyenne des parcelles qui sont recouvertes par de la végétation, donc potentiellement des jardins. Néanmoins, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a quand même 59 000 parcelles qui sont très peu végétalisées, hein, avec moins de 15% de végétation. Là où les taux de végétation sont les plus faibles, c'est évidemment, on s'en doute, dans les territoires les plus pauvres et ceux où les constructions sont les plus anciennes, hein, donc j'en ai déjà parlé. On a des taux de végétation dans les parcelles pavillonnaires qui sont de entre 37 et 39% à pleine commune et Est-Ensemble. À l'inverse, à la fois dans les territoires plus aisés, Paris-Est, Marne-et-Bois, Grand Paris Seine-Ouest, ou là où les constructions sont plus récentes, par exemple à Grand Paris Grand Est, on a des taux de végétation qui sont plus élevés, qui peuvent monter en moyenne à presque 60% dans les territoires les plus élevés. Cette disparité des taux de végétation dans les parcelles, elle peut être complétée par une analyse plus précise des surfaces végétalisées par rapport aux espaces libres minéraux dans les parcelles. Alors je vais m'expliquer et je vais vous expliquer cela grâce au petit zoom que vous avez ici. Donc vous avez en haut, en vert, les taux de végétation, mais qui sont calculés, en fait, la végétation réelle qui est observée à partir de photographies aériennes proche infrarouge, on pourra en discuter ensuite de comment ça fonctionne, qui révèlent voilà, la végétation réelle observée. On a ici deux exemples de traduction cartographique de l'implantation de cette végétation. En fonction de la hauteur de la végétation, on va avoir donc jusqu'à plus de 10 mètres, qui correspond aux arbres. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que par exemple à Drancy, à gauche, vous avez très peu d'arbres, alors qu'on en a plus à Saint-Maur-des-Fossés à droite. Les deuxièmes zooms donc, qui sont en dessous, c'est ce qu'on déduit finalement de ces premières cartographies, et ça permet de calculer les taux de végétation dont je vous parlais un instant. Les plus élevés, ils se situent dans les tissus pavillonnaires les plus élevés, comme à Saint-Maur-des-Fossés à droite, là où les parcelles sont suffisamment grandes et les revenus des habitants suffisamment élevés pour entretenir de grands jardins. Mais ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, sur ces espaces libres minéralisés, c'est que certains habitants, ils disposent de ces espaces libres, qui peuvent être des places de parking, des dalles par exemple, et ces espaces minéraux, c'est vraiment un potentiel élevé de végétalisation supplémentaire, en particulier dans les territoires pauvres où ils sont les plus répandus. On a 45% par exemple de surface libre minérale à pleine commune, et à Paris Terre d'Envol, 41% à Est-Ensemble. Donc, dans un objectif de politique de développement de ces jardins, ce sont des espaces à cibler pour augmenter la végétation. Et je vais repasser la parole à Stéphane. Merci. Après, ces éléments sur le cadre bâti et la nature de l'occupation des sols, quelques éléments sur qui habitent les pavillons des métropoles, qui sont les occupants. Donc à partir des données du recensement de l'INSEE. Le premier élément qu'on peut souligner, c'est que 86% des ménages qui occupent un pavillon en sont propriétaires. C'est un taux de propriétaires occupants qui est très élevé, très important dans l'ensemble formé par le logement collectif, les appartements. Autrement dit, il n'y a que 32% des ménages qui sont propriétaires de leur appartement. Donc c'est une caractéristique forte des occupants des pavillons que d'être propriétaires de leur logement. Il y a de petits écarts entre les territoires de la métropole dans ce taux de propriétaires. Il est partout très élevé, mais à pleine commune, par exemple, il y a 74% des ménages qui occupent un pavillon qui sont propriétaires de ce pavillon. Donc, c'est au moins 10 points en dessous de la moyenne constatée à l'échelle de la métropole. Donc, c'est à noter. Autre caractéristique, on a dans ces pavillons des ménages qui sont plus grands que dans le logement collectif, 2,8 personnes par ménage en moyenne, contre 2,1 dans le logement collectif. Donc c'est presque une personne de plus en moyenne dans les pavillons.
C'est lié à la deuxième caractéristique, c'est-à-dire qu'on a en proportion plus de familles et des familles plus nombreuses dans ces pavillons. 67% des ménages qui occupent 69% pardon, des ménages qui occupent un pavillon sont des familles, contre 56% dans l'habitat collectif. Et si on fait le portrait robot des occupants des pavillons, on a aussi des ménages qui sont un peu plus âgés en moyenne que les métropolitains en général. 17% des occupants des pavillons sont des personnes de 65 ans ou plus, alors qu'ils ne sont que 14% dans l'habitat collectif. Un autre élément fort de ce portrait robot, c'est le taux de motorisation. Il est très élevé puisque seuls 14% des ménages des pavillons n'ont aucune voiture. Alors que dans les habitants de la métropole et ceux qui habitent un appartement, on a la moitié de ces personnes qui occupent un appartement qui n'ont plus de voiture aujourd'hui. À l'inverse, on a même 37% des ménages des pavillons qui ont 2 voitures, alors qu'ils ne sont que 8% dans les appartements dans cette situation. Enfin, un autre point, les situations de suroccupation. Habiter un pavillon ne protège pas nécessairement de la suroccupation, et quand on a des territoires particulièrement populaires et une pression sur le logement et le logement social forte, on se retrouve avec des situations de suroccupation assez importantes. 25% des ménages de logements pavillonnaires à pleine commune sont en situation de suroccupation. C'est pas négligeable. Ça amène à faire un petit point, un petit moment sur la division pavillonnaire, dont on sait que c'est une forme de mal logement qui a beaucoup progressé ces dernières années et qu'on retrouve en nombre important dans les territoires les plus populaires de la métropole. Les marchands de sommeil acquièrent des pavillons et les divisent et les livrent à des ménages nombreux qui se partagent parfois chacun une pièce. Donc attention, on ne dit pas que toutes les situations où un pavillon est divisé pour accueillir plusieurs ménages, c'est une forme de mal logement, parce que quand on le voit dans certains logements, c'est pas le cas. Quand on l'expérimente dans la capitale londonienne, on trouve ça plutôt chic et chouette, mais évidemment, tout est affaire de proportion et de niveau de découpage de ces pavillons, parce qu'on est bien conscient que pour des jeunes ménages et puis pour certains profils d'habitants, ça peut être une nouvelle façon d'habiter dans la métropole que de se partager un pavillon. Si on termine ces éléments de description de qui habite les pavillons en essayant de regarder ce qui s'est passé au cours des 15-20 dernières années, toujours en termes de profil socio-économique, on se rend compte qu'entre 1999 et 2016, la part des propriétaires parmi nos occupants de pavillons, elle a légèrement progressé. Que l'âge moyen des gens a légèrement augmenté, donc que les caractéristiques qu'on a vues à l'instant se sont plutôt renforcées, qu'en revanche, le taux de motorisation, lui, n'a pas diminué, alors même qu'il a diminué pour l'ensemble des ménages de la métropole. Donc là aussi, on a une caractéristique forte et complexe de ces ménages pavillonnaires. La part des cadres dans les pavillons a beaucoup progressé ces 15-20 dernières années, mais à l'image de ce qu'on observe dans toute la métropole. Donc on a des évolutions qui jusqu'à présent sont restées relativement mesurées. Il nous semble que les 15-20 prochaines années ne seront pas de même nature. C'est-à-dire qu'on est à un moment un peu de rupture où on a des évolutions accélérées par la desserte en transport en commun qui est prévue, la construction du métro du Grand Paris qui va doubler les kilomètres de métro dans la zone dense, dessert de manière très importante les tissus pavillonnaires et leur confère une valeur un peu particulière. Et la crise de la Covid-19 va aussi un peu changer le regard et a déjà changé le regard qu'on porte sur ces pavillons, a changé le taux de télétravail et ces besoins de télétravail conjugués à cette nouvelle situation des pavillons, ça peut considérablement accélérer les transformations sur ces tissus pavillonnaires, d'autant que ces transformations
elles étaient déjà en cours et qu'on avait des tissus pavillonnaires qui sont vraiment sous pression. Avec des promoteurs particulièrement actifs pour profiter et tirer profit de l'augmentation des prix du foncier et développer des petits programmes de logement collectif à chaque fois que c'est possible sur les parcelles pavillonnaires, notamment celles de plus de 2000 m² dont parlait Martin tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement marqué dans les gares à proximité des gares du Grand Paris Express. On a mis là sur la diapo un joli pavillon de Meulière dans le quartier du Bourget qui va se retrouver à proximité d'une gare du Grand Paris Express d'ici quelques années et donc qui est voué à la démolition et qui sera remplacé par un programme de 50 appartements. C'est noté sur la pancarte. Et ce qui nous fait réagir aussi et nous interpelle, c'est ce vivre ou investir qu'on voit sur le panneau et qui est assez intéressant et révélateur des transformations des tissus pavillonnaires. Néanmoins, ces démolitions, ce n'est pas la seule forme de transformation qu'on a observée et qu'on observe en ce moment dans la métropole. Il y en a de différentes natures, des agrandissements avec ou sans surélévation, les divisions pavillonnaires dont on parlait tout à l'heure, et puis une autre forme de transformation que sont les divisions parcellaires, qui elles aussi ont connu un regain d'intérêt ces dernières années. Un peu en lien avec la montée des prix de ces pavillons. Il n'est pas rare que pour financer l'achat d'un pavillon, eh bien, un ménage décide de se séparer d'une partie du terrain et qu'un nouveau pavillon est construit. Et même si ces transformations, elles sont mieux acceptées par la population et par les voisins notamment, eh bien, mieux acceptées qu'une démolition et le remplacement par un programme collectif, eh bien, elles ne sont pas neutres. Elles ont des conséquences importantes en termes de réduction des espaces de pleine terre, de réduction de la végétation. Elles ont aussi des conséquences importantes parce qu'elles contribuent à intensifier l'occupation de ces quartiers de la métropole et peser sur les réseaux, sur les besoins en équipement des communes. Donc c'est une forme d'évolution qu'on aimerait quantifier et mieux mesurer à l'avenir et puis interroger pour mieux comprendre les enjeux qu'elle porte. Et justement, on va passer aux enjeux et c'est Christiane Blanco qui nous les présente. Quelques questions liées aux enjeux. La première question, c'est la question évidemment des mutations des tissus pavillonnaires, puisqu'on sait que quand il y a mutation, c'est toujours dans le sens d'une densification. Et c'est extrêmement rare d'avoir des mutations qui vont dans l'autre sens, où par exemple on démolit des quartiers denses, très denses, avec de l'habitat collectif pour faire des pavillons. Donc ça pose une question aujourd'hui qui est que si on pense que le tissu pavillonnaire et ses qualités climatiques et écologiques sont un enjeu dans la métropole pour son avenir, quelles sont les transformations que l'on peut encadrer, quelles sont les transformations que l'on veut et quelles sont donc les orientations que l'on peut mettre en place. Alors aujourd'hui, il y a peu de permis de construire sur les pavillons. Quand il y en a, c'est essentiellement pour faire des extensions, des surélévations, des substitutions. Et on a aussi évidemment des mutations, mais qui ne sont pas considérées comme des mutations pavillonnaires, qui sont la démolition des pavillons pour faire de l'habitat collectif. Donc on a seulement 3% du stock qui bouge officiellement. On sait qu'en réalité, il y en a plus que cela. Et on sait aussi que les transformations qui ont lieu sans autorisation sont des transformations qui vont plutôt dans le sens d'un renforcement de l'insalubrité et des divisions parcellaires. Alors, si l'on regarde maintenant comment on gère ces évolutions du tissu pavillonnaire, on se rend compte que c'est d'abord souvent des transformations à la parcelle. Donc le PLU et les PLUI demain vont jouer un rôle important dans le type de transformation pour encadrer et orienter ces transformations. Et donc, la façon dont le règlement encadre les transformations, en fait, soit conserve, voire conforte les qualités du pavillonnaire, soit, à l'inverse, permettent des transformations qui, par exemple, suppriment les jardins et en font des emprises au sol de construction très grands. Or, aujourd'hui, les PLU protègent trop, soit ils protègent trop, et donc, ils empêchent les mutations. Et de ce fait-là, les mutations, elles ont lieu tout de même très souvent, mais sans autorisation.
ou alors, à l'inverse, ils sont trop permissifs et on a des transformations qui sont trop importantes et qui font qu'on perd les qualités que l'on a. Donc, ces études, il y a des études qui viennent de se mener, notamment sur comment transformer des pavillonnaires en gardant leur qualité, mais aujourd'hui, ça a peu de transcription réglementaire et donc c'est un des enjeux dans les PLUI qui arrivent. Deuxième élément important, c'est la question des usages. Un pavillon égale une famille, un pavillon égale un logement, c'est souvent comme ça que les choses sont considérées, y compris dans les PLU actuels, et on peut se poser la question de savoir si il faut continuer de cette manière-là ou si au contraire les pavillons peuvent devenir finalement des formes de logement à part entière avec peut-être plusieurs familles dedans, c'est ce que Stéphanie évoquait tout à l'heure, tout en conservant ses qualités et en accentuant ses qualités notamment climatiques et écologiques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire conserver les qualités du pavillonnaire? Ça veut dire d'abord que si on veut conserver ses qualités, il faut effectivement le rendre moins énergivore, puisqu'on sait que c'est une des formes d'habitat les plus énergivores. Donc, on a aujourd'hui quelques éléments qui commencent à arriver, notamment avec les expérimentations qui sont faites avec le parcours de rénovation énergétique performant, par exemple, qui est mis en place en ce moment et qui est expérimenté sur les villes de Sceaux et de Montfermeil. On sait que c'est un enjeu important. Et le dernier enjeu, c'est effectivement la question de la végétation, de la pleine terre et des jardins, en se demandant comment on peut accentuer et augmenter la surface des jardins, comment est-ce qu'on peut renforcer leur qualité écologique et peut-être faut-il penser finalement faire un retour sur l'histoire, puisqu'on sait qu'au départ dans les pavillons on avait des potagers, etc., pour trouver des nouvelles formes de jardins, des nouvelles formes de production au sein de ces jardins, avec peut-être un retour vers des potagers et des circuits courts, et pourquoi pas s'intégrer dans des nouveaux circuits économiques et de l'alimentation dans la métropole. Voilà, je passe la parole c'était sur les enjeux, je passe la parole à Stéphanie pour lancer la discussion. Avant cette séance de questions, juste un mot pour vous dire que dans notre travail, dans les semaines qui viennent, on va continuer à documenter et à interroger cette question des évolutions dans le tissu pavillonnaire, notamment grâce à un travail fait en partenariat avec l'école d'urbanisme de Paris, qui nous permettra de préciser un peu la nature des transformations et de quantifier notamment ce qui relève de la division parcellaire. Et puis, il nous semble qu'au gré des travaux qu'on mène ensemble autour des PLUI, on va pouvoir aussi avancer sur cette question de la meilleure manière de traiter des évolutions du tissu pavillonnaire. Merci pour la présentation. Et c'est extrêmement intéressant. Et à votre avis, c'est quoi les moyens que nous avons pour faire en sorte que les jardins des pavillonnaires soient des jardins et pas des dalles en béton, et que les propriétaires des pavillons puissent résister aux offres alléchantes des promoteurs? Alors bien sûr qu'il y a le PLU, mais ces moyens coercitifs ne sont pas toujours les plus intéressants. Est-ce qu'il y a des éléments positifs? Est-ce que vous voyez d'autres outils que des outils coercitifs qui pourraient aider à la revalorisation de ce tissu pavillonnaire? Alors, je vais essayer non pas de répondre à la question, parce que, alors, il ne faut pas négliger tout de même quand même ce qu'est l'outil réglementaire par rapport, parce que certes, ce qu'est l'outil des PLUI comme mesure coercitive, puisque le PLU dit quand même la densité autorisée et que, par exemple, pour éviter la transformation du pavillonnaire en collectif, le PLU dit forcément des choses très claires et donc peut empêcher ce type de transformation. Sur les jardins, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça suppose effectivement d'avoir des politiques incitatives. Et aujourd'hui, ces politiques incitatives, elles existent assez peu. Et elles sont sans doute à inventer. C'est-à-dire que sur les jardins, on pourrait imaginer, par exemple,
qu'on commence à avoir un travail peut-être expérimental sur des séries de pavillons ou sur des quartiers de pavillonnaires qui permettraient de mettre en place des systèmes agricoles nouveaux, de collecter des productions, de revenir à des vergers qui existaient ou qui n'existent plus forcément. Ou qui, enfin, on est là dans un champ nouveau. Et ça suppose aussi sans doute de connaître mieux le rapport que les habitants entretiennent avec leur jardin, qui est quelque chose qui avait été beaucoup étudié dans les années 60-70 par les sociologues, qui était quelque chose qui était très connu dans l'entre-deux-guerres, puisqu'on avait des pavillons avec des potagers, et qui aujourd'hui est moins connu. C'est-à-dire la raison pour laquelle on se met à bétonner son jardin, ou la raison pour laquelle on est purement dans le décoratif, ou même dans finalement le rebut, quoi, parce qu'on a aussi autour des pavillons parfois des terrains qui sont soit en friche, soit servent de stockage. Bon, c'est des choses qui sont sans doute à réinventer aujourd'hui. C'est sans doute une des ruptures que l'on va avoir dans le pavillonnaire, que l'on pourrait avoir avec l'adaptation au changement climatique notamment. Bonjour, Magali Malocher, je suis au service du patrimoine culturel du département de la Seine-Saint-Denis. Je voulais vous faire part d'une initiative, d'un projet que nous sommes en train de mener suite aux nombreux travaux déjà menés par le service concernant l'inventaire du patrimoine de la Seine-Saint-Denis dans le cadre notamment des diagnostics patrimoniaux, des PLU qui étaient menés au niveau des villes et maintenant au niveau intercommunal. Nous avons lancé un projet de recherche et de sensibilisation qui est un inventaire participatif sur les signatures de bâtiments en Seine-Saint-Denis et dans le Grand Paris. Donc cet inventaire des signatures de bâtiments en Seine-Saint-Denis a vu le jour pour inventorier, documenter les architectes, les entrepreneurs, les entreprises de maçonnerie, par exemple, qui ont contribué à la construction du petit patrimoine, en fait, du patrimoine moins reconnu en Seine-Saint-Denis, et également contribuent avec le CAE 93 à la sensibilisation aussi la sensibilisation des pavillons, immeubles, puisque toutes ces signatures sont menacées aussi par les isolations thermiques par l'extérieur, par exemple. Et donc, on assiste aussi à une perte de la donnée historique qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble sur le Grand Paris. Voilà, donc on a mis en place une web application qu'il s'agit de renseigner et que vous pourriez retrouver à enquêtedepatrimoine.seine-saint-denis.fr. Donc, elle a vu le jour en septembre, malgré le confinement, donc au moment des journées du patrimoine. Et là, nous allons tenter de sensibiliser tout particulièrement les habitants de la Seine-Saint-Denis à son utilisation pendant le confinement et le déconfinement pour identifier, lever les yeux, regarder leur bâti autour d'eux pendant le confinement. On est en partenariat cette année avec Montfermeil. Plusieurs villes aussi ont rejoint l'inventaire, également Pleine Commune et Est Ensemble étaient également intéressés dans ce double objectif qui est à la fois la sensibilisation des habitants à leur environnement, leur patrimoine et dans le cadre du PLUI, et puis à participer à un inventaire, à une recherche sur leur territoire. Donc voilà, on pourra en rediscuter plus précisément et peut-être nouer des liens dans les différentes recherches qui sont menées sur ce sujet. Merci beaucoup de nous avoir signalé ce travail et puis effectivement avec plaisir pour avancer un peu ensemble aussi. Hein. Merci beaucoup. Je vous envoie les liens par mail. Merci Magali. Je crois que Catherine Sabat voulait prendre la parole et ensuite Amandine. Oui, bonjour. Donc Catherine Sabat, Idéal. Je ne sais pas si vous l'avez dit dans la présentation, est-ce que le niveau de revenu ou la TSP des propriétaires des pavillons a tendance à augmenter ou pas? Parce que peut-être que ce serait un moyen de savoir si
ces pavillons sont voués ou pas à être vendus et à faire l'objet d'opérations immobilières spéculatives. Alors, c'est pas un lien direct, mais ça peut donner une indication. Donc, je ne sais pas si vous l'avez calculé, ça ou... Alors, on l'a pas calculé effectivement. On a parlé des CSP, mais à très gros traits, en indiquant que les cadres progressent beaucoup dans le pavillonnaire, mais à l'image des progressions moyennes de la métropole, donc il n'y a pas forcément encore de surreprésentation selon les données de l'INSEE, et on n'a pas encore conduit d'exercice qui permettent de connaître le revenu des occupants du pavillonnaire, parce que c'est un peu compliqué en termes de sources à monter, parce que les revenus, on les a dans des fichiers qui comportent pas la variable sur le type d'habitat, mais on peut identifier quand même des iris à dominante pavillonnaire où on irait regarder ces revenus, donc c'est pas impossible, c'est juste que c'est pas direct, et effectivement, on a l'intuition que les revenus des ménages du pavillonnaire ont pas mal progressé, moyennant les personnes qui sont là depuis longtemps, qui, elles, ont vu leur situation se stabiliser ou parfois un peu se dégrader avec le moment du passage à la retraite. Mais on a sûrement ce double phénomène, un vieillissement avec des revenus soit constants, soit un peu en diminution, et des nouveaux arrivants plus aisés que les précédents ou que les précédentes générations. Mais la question, c'était, juste pour finir, la question que je me pose, c'est est-ce que ce niveau de revenu un peu plus élevé, il peut avoir des conséquences sur l'évolution du patrimoine ou du parc? C'est-à-dire, si on investit et on achète cher ou relativement cher un pavillon, c'est pas pour le revendre 2 ans après, quoique ça peut aussi, mais... Oui, et je sais pas, effectivement, c'est encore une autre famille de questionnements d'essayer de voir si systématiquement on le rénove, on lui fait gagner des performances énergétiques, on l'agrandit. Je pense qu'il y a pas mal de profils différents entre ceux qui sont un petit peu justes et qui revendent un bout de leur parcelle et qui du coup affaiblissent un peu la valeur de leur propre pavillon pour pouvoir solvabiliser l'opération, et ceux qui ont vraiment des moyens plus conséquents et qui en profitent pour rajouter un étage tout isolé. Bon, il y a sûrement tout l'éventail des situations possibles. Je ne sais pas très bien quel exercice on pourrait faire pour progresser sur cette question. C'est là où c'est un peu compliqué. Peut-être que les travaux qu'on fait avec les étudiants vont nous amener des réponses, ou en tout cas, on a quelques formes de réponses dans des quartiers qui sont très sollicités. Par exemple, le Bas-Montreuil, entre Montreuil et Bagnolet, par exemple, on sait qu'on a un double phénomène, c'est-à-dire on a un phénomène de pavillons qui étaient des anciens pavillons ouvriers qui sont repris par des gens qui sont des nouveaux habitants en changement de CSP très clairement, et où là on a des transformations qui sont, on garde le pavillon, on l'agrandit, on le modernise, et on a en même temps sur les mêmes secteurs des promoteurs qui arpentent le territoire et qui proposent à tous ces anciens habitants, disons plus pauvres, de leur racheter à prix d'or leur pavillon pour en faire du logement collectif. Donc ça, dans les secteurs très sollicités, on a pour l'instant les deux phénomènes qui cohabitent sur les mêmes quartiers. Et donc, dans quel sens les choses vont aller, au fond, voilà, si on regarde bien les dernières élections municipales, ces discussions-là ont eu lieu pendant la campagne. Hein. Donc, on est sur un moment comme ça un peu tendu, notamment sur les secteurs qui sont assez proches de Paris et qui sont des secteurs les plus chers, quoi. Enfin, là où on a la spéculation foncière la plus forte. C'est-à-dire qu'il y a une gentrification, en fait, qui se passe. Ça veut dire que dans certains secteurs, il y a une gentrification, mais à l'inverse, quand on va dans des secteurs comme Grand Paris Grand Est ou Paris Terre d'Envol, on a aussi des phénomènes de paupérisation d'autres secteurs du pavillonnaire. C'est là où on est sur des choses très différentes. Et en fait, sous pavillonnaire, on a des phénomènes, on peut avoir des phénomènes d'écartèlement, au contraire, sociaux, enfin, je ne sais pas comment on dit, enfin voilà, d'élargissement entre des riches et des plus riches et des plus pauvres sur ce parc-là du pavillonnaire global, quoi. Donc c'est là où il faut qu'on arrive à vraiment différencier les différents types de pavillonnaires et les contextes dans lesquels ils sont pour arriver à comprendre les phénomènes. Il n'y a pas une réponse unique, quoi. Et dans les PLU et dans les PLUI, par exemple,
Il n'y aura pas de réponse unique, au contraire, c'est sans doute des choses beaucoup plus contextuelles qui sont à inventer. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours cet exercice d'essayer de voir en quoi les pavillonnaires montrent la même chose que dans la métropole et que c'est un résumé des évolutions métropolitaines ou des territoires où il y a des spécificités et des écarts d'évolution entre les grandes tendances de fond de la métropole et celles qu'on observe dans le tissu pavillonnaire. Parce que cette proportion de cadres plus importante et cet embourgeoisement, même si j'aime pas beaucoup le terme, de certains quartiers, on le constate qu'il s'agisse du pavillonnaire ou de l'habitat collectif dans beaucoup d'endroits. Donc c'est un travail assez complexe d'essayer de voir en quoi le pavillonnaire porte des évolutions singulières par rapport au reste de la métropole ou au contraire, constater qu'il porte les mêmes évolutions que l'ensemble de la métropole. D'accord, merci. Bonjour Amandine Vidal, je travaille à Est Ensemble. En fait, j'aurais juste aimé que vous puissiez préciser ou peut-être illustrer votre propos quand vous expliquiez tout à l'heure que pour vous, si on met des règles finalement trop strictes, donc on se rend compte que finalement les gens détournent la règle et vont quand même produire des évolutions du pavillonnaire. Et du coup, je me dis, mais on voit aussi ces évolutions, à mon sens, même sur des règles plus permissives, sans nécessairement des demandes d'autorisation. Du coup, je voulais savoir pourquoi, pour vous, il y avait plus de moments où le pavillonnaire évoluait si les règles étaient strictes que finalement de manière globale. Alors, ça, c'est des constats qu'on a fait sur certains secteurs. Hein. Donc, une fois de plus, on n'est pas exhaustif et on n'a pas tout analysé. Mais c'est vrai que quand on a des règles qui, par exemple, dans des quartiers assez fragiles, où il y a tendance à la division, où il y a tendance à la suroccupation des pavillons, le fait d'avoir des règles strictes, c'est-à-dire des règles qui disent vous touchez à rien et c'est comme ça, au fond, ça fabrique des transformations qui ont lieu quand même parce que la population qui est dedans ou les marchands de sommeil, etc., font des choses. Et en fait, ça ne peut pas être encadré ni vu parce que la règle est simplement, c'est interdit, quoi. Et donc, en fait, ce qu'on dit juste, c'est que l'interdiction ne suffit pas. Et que l'interdiction, au contraire, elle peut avoir des effets pervers. Et qu'il faut sans doute inventer et trouver des moyens, donc je ne sais pas ce qu'ils sont parce que je pense qu'ils sont à inventer, qui fassent que les collectivités territoriales, quand on fait les PLUI, on essaye d'anticiper un certain nombre de transformations qui seraient souhaitables ou que l'on veut et d'essayer de fabriquer une règle qui, au fond, aide au processus. Voilà, c'est-à-dire que et ça, c'est encore à faire parce que souvent, on a juste une règle qui interdit, quoi. Et que cette règle d'interdiction, ou alors on trouve des trucs pervers, on ne veut pas 2 logements dans un pavillon, donc on dit qu'il faudra 2 garages. Donc on fait en fait, on réglemente sur le stationnement pour empêcher d'avoir deux familles dans un pavillon. Ou alors on a des règles très strictes dans les PLU qui disent un pavillon ne peut être qu'un logement. Et en réalité, si on raisonne comme ça, et ben souvent on est à côté d'un phénomène réel qui est en train de se passer. Donc voilà, c'était. Je sais pas. D'accord, merci beaucoup. Oui, ça répond tout à fait. Merci. Au revoir. Merci aux intervenants et aux autres. Merci beaucoup. Au revoir.